Nous allons évoquer ce soir la Côte d'Ivoire avec ce rapport d'Amnesty International qui estime que la liberté d'expression est malmenée dans le pays. On parlera de l'Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a officiellement déposé sa candidature pour annoncer sa candidature pour un 5e mandat. Et puis la Grande-Bretagne et le Brexit, on verra ce qu'il en est là-bas. On évoque ces sujets avec Maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir Maître Sosa. Bonsoir Samir Niaoui. La Côte d'Ivoire pour débuter. L'ONG Amnesty International a publié ce lundi son rapport sur la liberté d'expression dans le pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le rapport ne fait pas dans la dentelle, décryptant les nombreux abus du régime Alassane Ouattara. Dans ce rapport, l'ONG mentionne des arrestations et emprisonnements arbitraires, mais aussi le harcèlement dont sont victimes l'opposition, la société civile et surtout la presse. Les détails sur ce rapport, c'est que à propos des violations de la liberté de la presse, Amnesty International fait savoir qu'au moins 17 détentions arbitraires de journalistes et blogueurs ont été recensées ces 5 dernières années. Le Conseil national de la presse a sanctionné des organes de presse à maintes reprises, leur imposant interruption de publication et lourdes amendes. Le cas le plus en vue, bien sûr, est celui du député Alain Lobognon, ce député proche de Guillaume Soro qui est inculpé pour divulgation de fausses nouvelles. Maître Sosa, on peine à croire ce que dépeint Amnesty International, tant la Côte d'Ivoire est quand même présentée comme un pays où, au moins en matière de liberté d'expression, il y a des avancées. Oui, c'est toujours ça le problème, c'est-à-dire que on considère la Côte d'Ivoire avec beaucoup de préjugés, qui sont en l'occurrence favorables, parce que tout le monde avait pensé, en tout cas l'opinion internationale, avait laissé penser que à partir du moment où Laurent Gbagbo, qui était le mouton noir, est parti, la Côte d'Ivoire était devenue un havre de paix, de démocratie véritable, et que toutes les conditions étaient réunies pour un essor économique des plus florissants. Et puis finalement, on se rend compte que il y a beaucoup de beaucoup de zones d'ombre qui ne sont pas élucidées. Et sur fond de tout ça, il y a effectivement les avatars de la crise post-électorale, parce que il y a des sujets qui sont tabous quasiment au niveau de la classe politique. Quand vous faites certains commentaires, vous êtes quasiment accusé de porter atteinte à l'unité nationale retrouvée. On ne sait pas comment. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir de mieux en mieux le vrai visage de ce régime qui s'est installé dans le sang, qui s'est installé en faisant la première guerre civile de Côte d'Ivoire. Il faut le dire clairement comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient déterminés à arriver au pouvoir par tout moyen, et ils sont parvenus. Aujourd'hui, ils sont en train de découvrir que, à la faveur de ce qui se passe à La Haye aussi, il y a des signaux inquiétants, et ils commencent à s'énerver. La liberté d'expression en fait les frais. Mais là, selon Amnesty International, ça date quand même depuis au moins les 5 dernières années. Ça veut dire juste un peu après le premier mandat, disons vers la fin du premier mandat. Ça veut dire quoi? Il y a de la part du régime Alassane Ouattara, comment dire, une certaine peur, on est fébrile vis-à-vis du pouvoir? Oui, on est un peu fébrile, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Vous voyez, si c'est fait, si les rapports sont établis ou ont établi des faits qui sont vieux de 5 ans, pourquoi on en parle maintenant? Vous voyez, maintenant les langues se délient un peu. Maintenant on voit un peu mieux le vrai visage du régime, parce que il devient de plus en plus manifeste que l'affaire qui se passe à La Haye est téléguidée depuis Abidjan. Depuis Abidjan, par des bras qui sont eux-mêmes ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Voilà, donc maintenant, les langues se délient, on en parle un peu plus volontiers, et c'est comme ça que nous apprenons que Amnesty a dans ses rapports. Alors pourquoi ces rapports ont été secrets pendant toutes ces années-là? Il aurait fallu sonner l'alarme depuis longtemps déjà, on se serait apprêté, on serait plus vigilant, mais on ne l'a pas été. C'est aussi une question, parce qu'il y a pas de hasard.
Mais ce rapport semble quand même montrer que le pouvoir, le régime d'Alassane Ouattara assume comment dire, une gouvernance des vainqueurs. C'est nous qui faisons la loi sur tous les plans. Mais complètement. Ça a toujours été ça depuis les premiers instants de ce régime. Oui, nous avons gagné, nous faisons la loi, nous sommes adoubés par la communauté internationale, la France en tête, Sarkozy étant le premier avocat de ce régime. Bon, vous regardez, nous sommes des saints arrivés au pouvoir pour chasser le diable. Bon, voilà, et moyennant quoi, en ce moment, on est encore dans la problématique. La CPI a de sérieux problèmes, a expliqué pourquoi, pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas réussi à mettre en cause une seule personne dans le camp du régime. Quand le régime déclare de façon péremptoire, nous n'en verrons plus personne, c'est pour se protéger eux, parce que le résultat qu'ils voulaient, ils l'ont obtenu. Gbagbo n'y est plus. Il serait trop encombrant de juger Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais sa femme, c'est une autre histoire, mais lui-même, non. Alors Gbagbo, débarrassé de Gbagbo et de Blé Goudé, maintenant, on ne coopère plus avec la CPI. C'est un peu ça. Pour dire, attention, ne venez pas chercher dans notre camp. Non. Donc, ce régime a été toujours comme ça. Et on a même entendu le président ivoirien sur RFI, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je l'ai suivi avec intérêt. Qui assume même que, par exemple, il n'a jamais rencontré Ocampo. Ce qui s'est avéré complètement faux, parce que on a montré des photos de lui avec Ocampo. Vous voyez, il a rencontré après Madame Bensouda. C'était à peine s'il ne se faisait pas des câlins. Non, là, c'est plus des accolades, c'est des câlins. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a une telle connivence entre le parquet de la CPI et le régime d'Abidjan que, finalement, on comprend mieux maintenant pourquoi ils étaient tellement persuadés d'avoir cause gagnée que quand les décisions tombent les unes après les autres, disant que leur dossier n'est pas sérieux, ils sont un peu paniqués. Voilà. Mais museler la presse, qu'est-ce que Alassane Ouattara ou son régime cherche à cacher aujourd'hui? Non, il n'a rien à cacher dans le fond, parce que il a obtenu quasiment tout ce qu'il voulait. Même une constitution toute neuve qui est faite à sa mesure. Bon, non, il a tout, il a toutes les cartes entre les mains. Mais seulement, ils sont un peu nerveux parce que avec cette histoire du RHDP qui marche pas très bien, avec les mésalliances qui ont été faites et qui sont en train de se déliter au fur et à mesure que l'échéance de 2020 approche, on comprend que la nervosité du régime dégénère dans quelque chose qui était jamais soupçonné auparavant. Le second sujet ce soir, c'est l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, sera donc bien candidat à un 5e mandat lors de l'élection présidentielle du 18 avril prochain. L'annonce a été faite dimanche 10 février par l'agence de presse officielle APS algérienne. Cette dernière indique que le chef de l'État sortant a annoncé sa candidature dans un message à la nation qui sera diffusé ultérieurement dans la journée. Il faut dire quand même que jusqu'à l'heure où nous parlons, ce message n'a pas encore été diffusé. Mais ce qui peut-être fait rire Maître Sosa quand on dit qu'il a annoncé sa candidature. Est-ce qu'il peut l'annoncer, le Abdelaziz Bouteflika qu'on voit? Et pourquoi pas, il n'est pas privé de parole. Oui, mais il ne s'exprime plus. Peut-être pas à vous. Peut-être pas, non, peut-être pas au peuple algérien, mais non, il lui arrive de s'exprimer. Il a des opinions tout à fait éclairées qu'il exprime à qui veut l'entendre. Non, pas du tout. Faut pas se méprendre là-dessus. Le cas Bouteflika est un cas particulier qui interroge à la fois la conscience de tout être humain, mais aussi de tout Africain. Faut-il que l'appétit du pouvoir soit aussi tenace pour qu'à 81 ans, diminué physiquement, on y tienne coûte que coûte comme étant un enjeu de survie, quasiment. La question se pose. Mais là où c'est quand même plus inquiétant, c'est que même, vous voyez, comme quoi le pouvoir n'est pas une affaire de muscles. Bouteflika, franchement, là où il est,
de lui-même, il ne fera plus de mal à une mouche. Oui. Et pourtant, il est tout puissant. Vous voyez, comme quoi, il y a un système verrouillé qui l'entoure et qui rend la citadelle imprenable. Bon, aujourd'hui, la question est, ce FLN, parti historique, totémique des indépendances en Afrique, n'a pas trouvé en son sein des cadres suffisamment compétents pour proposer une offre politique alternative à celle de M. Bouteflika. C'est-à-dire, si c'est le même programme qui sera appliqué, il n'y a pas à l'intérieur de ce système personne capable d'assurer la stabilité, la paix, la sécurité. L'essor économique, c'est une autre paire de manches. Mais en dehors de Bouteflika, il n'y a plus d'hommes capables en Algérie. C'est la question fondamentale qui se pose. Et c'est la raison pour laquelle je dis, le cas algérien est tout à fait particulier. Le régime... Vous vous rendez compte, M. Bouteflika était ministre à l'âge de 27 ans. Oui. C'est-à-dire, très jeune. Depuis très jeune, il n'a connu que le pouvoir. Il n'a connu que le pouvoir d'abord chez lui, mais aussi en dehors de chez lui. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il y avait le bipolarisme, Est-Ouest, Bouteflika, représentant l'Algérie, était très écouté. Donc, en dehors de l'Algérie, il fréquentait tous les princes et tous les puissants du monde. Et pourtant, arrivé à 81 ans, il n'en a pas assez. Il continue encore à s'accrocher de toutes ses forces. Mais là, est-ce qu'on peut parler, dans le cadre spécifique de Bouteflika, d'appétit de pouvoir, dans la mesure où la personne même ne montre pas véritablement qu'il a des capacités d'exprimer une quelconque volonté et de l'imposer? Mais bon, si vous voulez, il faut sur le sujet avoir quand même un égard pour son État. En Afrique, nous avons très peu de considération pour les gens en situation de handicap. Et vous voyez, c'est toujours en demi-teinte, le cas Bouteflika. Ça veut dire qu'on peut être en fauteuil roulant en Afrique et gouverner un pays. Ça peut envoyer un signal extrêmement positif pour des gens qui sont diminués et qui doivent se dire, même accablé par un handicap physique, je peux faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup de passion pour les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, justement. Parce que on voit l'homme sublimer sa capacité de se dépasser. Ça, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que l'équation personnelle de Bouteflika est quelque chose de passionnant. Parce que, oui, on se poserait la question tout le temps. Pourquoi est-ce que quelqu'un arrivé à ce niveau, quand on a vécu aussi hautement, on a besoin encore d'être président de la République pour se sentir exister? Ça pose quand même une question quasi métaphysique sur son rapport au pouvoir. Parce que là, c'est un rapport personnel. Si c'était pas si personnel, il y aurait déjà des gens, des apparatiques autour de lui, ou des gens du système qui lui diraient, bon, écoute, pardon Raïs, ça suffit, bon, allez vous mettre à côté, on s'occupera de vous, on vous protégera jusqu'à la fin de votre vie, mais laissez la place à d'autres. Et si personne n'arrive à tenir ce discours-là dans son entourage, c'est que le gars est resté très puissant. Mais est-ce que le cas de Bouteflika est, comment dire, est révélateur du cas des personnes qui ont un handicap physique et qui peuvent gouverner? Parce que dans le cas Bouteflika, il ne s'agit pas simplement d'avoir un handicap physique, il est grabataire. Oui. Oui, on est désolé d'avoir à en faire le constat. Oui, c'est vrai, il est dans un état qui interroge sur sa capacité réelle à gouverner, à exercer le pouvoir. Et pourtant, il est dans une forteresse inexpugnable.
personne n'ose questionner sa capacité à gouverner. Il suffit qu'il exprime la volonté de rester pour que tout le monde s'aligne derrière. C'est quand même extraordinaire comme cas d'école. Et on a surtout une opposition algérienne qui, face à cette situation, trouve plutôt qu'il est mieux de boycotter le scrutin. Vous voyez, oui. Bon, comme ça se passe à beaucoup d'endroits, hein, j'allais presque dire partout ailleurs, parce que quand la situation devient compliquée, quand on sait que les dés sont pipés et que c'est perdu d'avance, on préfère déclarer forfait, ne pas participer à un jeu de dupes. Parce que nous sommes en apprentissage de la démocratie. Et parfois, on se demande si elle adviendra jamais et si on connaîtra en Afrique les délices d'une véritable démocratie. Et pourtant, l'Afrique est contrastée. Vous voyez, si vous êtes Ghanéen, Nigérien, Kenyan, Tanzanien, la démocratie a un autre goût, une autre couleur. Les Botswanais n'ont jamais eu à se plaindre d'aucune élection. Les Sud-Africains non plus. Donc vous voyez, l'Afrique est diverse. Et bon, hélas, dans l'espace francophone, à quelques exceptions près, je veux dire le Sénégal par exemple, et le Bénin qui sont devenus des modèles en la matière, il y a toujours des problèmes avec les élections. C'est à se demander si la légitimité du pouvoir doit nécessairement dépendre d'élections. C'est à se poser la question, voyez. Vous ne pensez pas aussi que c'est un peu curieux de la part de la population algérienne, parce qu'aujourd'hui, on a même autour de l'Algérie, il y a eu un printemps arabe qui a soufflé, qui a emporté beaucoup de dirigeants, et dans plusieurs autres pays du continent, on a une expression très forte de l'alternance, mais les Algériens semblent un peu être résignés. Oui, résignés, et là, ils sont en état de catatonie, carrément, parce que bon, on a l'impression qu'ils sont inhibés, interdits. Vous ne trouverez personne pour, même dans l'opposition, oser vraiment critiquer le bilan de Bouteflika. Même cela, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'opposition se dit qu'elle n'a pas d'offre alternative. Elle fait de l'opposition pour, en quelque sorte, séduire l'opinion et conquérir le pouvoir à la place de ceux qui y sont. Mais tout le monde est, quelque part, un succédané enfin, tous les partis politiques sont des succédanés du FLN. Presque tous ont été sécrétés par le FLN, qui a été quand même un parti tout puissant, le parti indépendantiste, quasi parti unique, parti d'État, à un moment donné. Donc tous les cadres d'aujourd'hui en sont issus, quelque part. Donc oui, il y a un problème, et je pense que psychologiquement, ils sont marqués par la toute-puissance du FLN. Dernier sujet, c'est la Grande-Bretagne. La première ministre conservatrice Theresa May a beaucoup de mal à convaincre le Parlement sur l'accord de retrait de l'Union européenne. Les députés ont adopté début janvier un amendement mettant la pression sur le gouvernement pour présenter un plan B en cas d'échec. C'est quand même difficile de mettre tout ça pour Theresa May, cette situation qu'elle est en train de vivre. C'est vrai que quand elle est arrivée, quand elle a pris les rênes du 10 Downing Street, elle a dit Brexit mean Brexit. Maintenant, là, elle se rend compte que Brexit mean Brexit, ce n'est pas vraiment ça. Pour le traduire dans les faits, c'est plus difficile à faire qu'à dire. Ben oui. Vous voyez, c'est toujours le problème d'un divorce. Vous voulez divorcer. On est d'accord, il y a un désamour, vous voulez partir. Mais à un moment donné, il faut faire les comptes. Et c'est le moment des comptes qui devient difficile pour Madame Theresa May. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, si on remettait au vote, je suis sûr qu'il y aurait une majorité complètement inverse et contradictoire par rapport au résultat qu'on a connu et qui a accouché du Brexit. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'Europe, tant décriée, n'avait pas que des inconvénients. Les Britanniques, les sujets britanniques sont en train de découvrir qu'on les a un peu floués et que c'était le populisme de certains politiciens qui a amené à cette affaire. Donc aujourd'hui, il y a un peu de règlement de compte
dans cette affaire. Et Mme May, malheureusement, elle se fait refiler la patate chaude à chaque fois, mais elle a un peu cherché. Ce qui est quand même curieux, c'est que May elle-même, elle a voté le non pour le Brexit. Oui. Elle est obligée d'appliquer quelque chose dans laquelle elle ne croit pas. Mais c'est un peu ça le paradoxe. Mais disons que c'est le paradoxe de la démocratie. Ce que veut le peuple doit être prépondérant par rapport à ce que veut tel ou tel homme politique. Donc si je me propose... Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Brexit décidé et une nouvelle majorité parlementaire qui devait assumer le Brexit. Bon, quand on a fait la coalition nécessaire pour accompagner le Brexit, jusqu'à ce qu'on arrive à l'échéance, on pensait que c'était possible. On a fait des scénarios. Avec des hypothèses sur tous les sujets techniques. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est infiniment plus délicat parce que, justement, il y a une contrepartie. Et dans la contrepartie, il y a un vis-à-vis. Et ce vis-à-vis, c'est l'Union européenne. Vous voulez divorcer de moi, d'accord, mais voilà, je réclame quelques acquets et il faut me les donner. C'est là où la discussion devient difficile. C'est pas évident. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple aujourd'hui de reconvoquer un nouveau référendum sur la question? Qui sera l'homme politique qui en prendra le risque? C'est bien ça, parce que si c'était aussi simple que ça, M. Corbyn aurait déjà appelé à le faire. Il aurait déjà lancé une campagne pour le faire. Et il aurait trouvé dans l'opinion suffisamment d'écho, enfin, on va dire... transcourant, aussi bien Tories que Labour, pour approuver cela. Mais ils n'osent pas le faire. Parce que il y a un prix à payer à faire cette rebuffade. Mais est-ce que vous pensez que la Grande-Bretagne va pouvoir s'en sortir sans laisser trop de plumes? Écoutez, la Grande-Bretagne a toujours été un pays à part. Figurez-vous qu'ils n'appartiennent pas à la zone euro, figurez-vous qu'ils n'appartiennent pas à l'espace Schengen, figurez-vous que ils ont toujours réussi à imposer des spécificités douanières malgré les accords avec l'Union. Et pourtant, c'est resté une économie forte jusqu'à tout récemment. Donc oui, je pense que c'est un peuple résilient qui est doté d'un personnel politique qui regorge de grands talents, et ils s'en sortiront. Ils sauront toujours trouver, dans ce qu'on appelle le génie britannique, la solution de sortie, plan B ou pas. Et en mars, on pourra avoir un Brexit avec accord? Là est le problème, et je pense que on se perd un peu en conjecture là, parce que l'échéance est quand même assez proche, et on n'a pas encore une lisibilité tout à fait accessible de ce qui serait la contre-offre. Donc il y a des difficultés. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est avec plaisir. Nous allons observer maintenant la pause, et après le journal, on revient pour Regard croisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Adjovi, viens voir. Je l'ai fait. Je te l'ai dit. Regarde. J'ai été sélectionnée pour le projet cinématographique international. Fille, c'est vrai. Oui. Pour participer au projet de cinéma professionnel au Togo, inscrivez-vous en envoyant OK au 77 77 sur le réseau Togocel et suivez les instructions. Ensemble, mondialisons le cinéma togolais.